Pourquoi les gens vous détestent-ils, même lorsque vous êtes gentil avec eux? Il y a une douleur silencieuse que peu osent nommer. C'est celle de celui qui tend la main avec sincérité et reçoit le rejet en retour. Vous êtes bon. Vous ne cherchez pas à blesser, vous parlez avec douceur, vous écoutez avec attention. Et malgré cela, vous ressentez l'hostilité. On vous critique, on vous ridiculise, on vous accuse même de ne pas être authentique. Et un jour, vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal pour mériter ce rejet ?» Carl Jung, psychiatre et pionnier de la psychologie profonde, nous offre une piste. Ce n'est pas ce que vous faites qui dérange, c'est ce que vous réveillez. Dans un monde où tant de personnes ont dû se construire derrière des masques, votre bonté devient une lumière crue. Et cette lumière révèle l'ombre que beaucoup préfèrent ignorer. Ce paradoxe est cruel. Plus vous êtes sincère, plus vous pouvez devenir insupportable. Non pas parce que vous faites du mal, mais parce que votre bonté met en danger les défenses intérieures de l'autre. Et ce danger, il est presque toujours inconscient. Ce que nous allons explorer dans ce voyage à travers la pensée jungienne, c'est cette tension profonde entre la vérité de l'âme et les blessures non résolues du monde. Pourquoi votre bonté déclenche-t-elle de la haine? Pourquoi être vrai est-il si souvent perçu comme une attaque? Et surtout, comment rester bon sans se sacrifier? Quand votre bonté devient un miroir insupportable, il y a des regards qui se ferment quand vous êtes doux, des silences lourds, des remarques ironiques, des tensions étranges. Vous n'avez rien fait de mal, du moins en apparence. Mais vous sentez que quelque chose s'est fissuré dans l'autre. Et cette fissure, c'est vous qui l'avez révélée. Pas avec violence, avec lumière. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir, que nous avons exilée dans l'inconscient, faite de colère, de peur, de désir, de honte, de fragilité. Et paradoxalement, l'ombre peut être réveillée par le bien, pas seulement par la critique ou l'agression, mais par la bonté. Une bonté sincère, authentique, qui n'attend rien. Quand vous êtes profondément bon, vous devenez un miroir. Et dans ce miroir, l'autre ne voit pas seulement vous. Il voit ce qu'il n'a pas intégré en lui-même, ce qu'il a rejeté, ce qu'il fuit depuis longtemps. Cela peut être une tendresse qu'il a toujours rêvé de recevoir, sans jamais l'avoir eue. Ou une vérité intérieure qu'il a appris à étouffer pour survivre, ou encore une liberté d'être qu'il a sacrifiée au nom des apparences. Et quand ce miroir se présente, certains fuient, d'autres attaquent, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous touchez une plaie à vif. Votre bonté devient une menace à l'image que la personne s'est construite d'elle-même. Elle sent confusément « je ne peux pas être aussi vrai que lui, je ne peux pas être aussi ouvert ». Alors il doit y avoir quelque chose de faux chez lui. Et c'est ainsi que la haine naît, pas de vos actes, mais de la projection de leur douleur non intégrée. Et dans cette projection, vous devenez le problème, un ennemi sans le vouloir. Quand votre lumière réveille des ténèbres que l'autre ne veut pas voir. Vous avez sûrement déjà vécu cela. Vous arrivez avec bienveillance, vous offrez quelque chose de vrai, vous ne cherchez aucun conflit, et pourtant, une tension inexplicable surgit. Des personnes deviennent froides, méfiantes, voire agressives. Et vous restez là à vous demander « Mais pourquoi cette personne me traite-t-elle comme si j'étais une menace ?» La réponse se trouve dans l'un des concepts les plus puissants de la psychologie jungienne, la projection. Lorsque nous ne parvenons pas à reconnaître certaines parties de nous-mêmes, surtout les plus sombres ou douloureuses, nous avons tendance à les projeter sur les autres, comme un projecteur qui éclaire à l'extérieur ce qu'on refuse de voir à l'intérieur. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, vous devenez le support de leur conflit intérieur. Votre douceur, elle peut être perçue comme de la manipulation. Votre écoute, comme une tentative de contrôle. Votre stabilité, comme une supériorité insupportable. Ce n'est pas vous qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne supportent pas de voir en eux-mêmes. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous revient sous forme de destin. Et parfois, ce destin, c'est vous. Vous devenez l'écran sur lequel ils projettent leur trahison non digérée, leur peur de l'intimité, leur honte, leur sentiment d'échec. C'est pourquoi, même sans aucune intention malveillante, vous pouvez réveiller une guerre en l'autre. Une guerre qu'il mène contre lui-même mais qu'il vous attribue. Et dans cette dynamique, plus vous êtes clair, plus vous êtes dangereux, car vous devenez un rappel vivant de ce qu'il a tenté d'oublier.
Alors oui, parfois votre lumière sera détestée, non pas parce qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle éclaire trop fort. Et certaines âmes préfèrent l'obscurité confortable à la lumière libératrice. Quand votre vérité dérange ceux qui vivent derrière des masques, dès l'enfance, on nous apprend à jouer un rôle. Sois gentil, sois fort, ne fais pas de vagues, sois ce qu'on attend de toi. Et peu à peu, nous construisons ce que Carl Jung appelait la persona, ce masque social, cet ensemble de comportements et d'attitudes qui nous permettent de fonctionner dans le monde. Mais derrière ce masque, il y a l'être vrai, celui qui ressent profondément, celui qui doute, qui aime, qui souffre, celui qui veut autre chose que la conformité. Lorsque vous vivez avec authenticité, sans jouer, sans exagérer, sans chercher à plaire, vous perturbez l'ordre établi. Votre seule présence confronte ceux qui se sont identifiés à leur rôle, non pas parce que vous les jugez, mais parce que votre vérité intérieure met à nu leurs mensonges fonctionnels. Imaginez une scène de théâtre où tout le monde joue un rôle depuis des années. Puis vous entrez sur scène, sans costume, pas pour voler la lumière, simplement pour être vous. Et soudain, les masques des autres deviennent visibles. Ils prennent conscience qu'ils jouent, qu'ils trichent un peu, qu'ils se sont éloignés d'eux-mêmes. Et cette révélation est insupportable. Alors, ils rient, ils attaquent, ils minimisent. Ils diront que vous êtes trop intense, trop sensible, trop différent. Parce que votre existence est une forme de miroir, et personne n'aime voir à quel point il s'est perdu. Vivre avec authenticité, c'est choisir la solitude parfois, mais c'est aussi devenir un aimant pour ceux qui cherchent la vérité. Car derrière le rejet, il y a aussi un appel silencieux. Aide-moi à retrouver qui je suis vraiment. Quand votre bonté devient un rappel cruel de ce que l'autre n'arrive pas à être, il y a des douleurs dont on ne parle jamais. La douleur de se sentir petit devant quelqu'un qui ne cherche pas à dominer. La douleur de se sentir en retard, incomplet ou même faux en présence d'une personne vraie, calme et entière. Et cette douleur, elle ne s'exprime pas en larmes, elle s'exprime en rejet. Quand vous incarnez une forme de bonté authentique, sans attente ni manipulation, vous activez souvent chez l'autre un mécanisme inconscient, la comparaison. Pas celle des réseaux sociaux, une comparaison plus intime, plus existentielle. L'autre ne vous envie pas pour ce que vous avez, il vous en veut pour ce que vous êtes. Et s'il vit déconnecté de sa propre vérité, votre présence peut activer en lui un sentiment d'infériorité sourd, profond, ancien. Pas une simple jalousie, mais une impression d'échec intérieur. Pourquoi je n'arrive pas à vivre aussi simplement, aussi sincèrement? Cette sensation est souvent insupportable. Alors, pour survivre psychologiquement, l'autre inverse le rôle. Il vous attaque, pas directement, mais par l'ironie, le sarcasme, le doute permanent. Il fait semblant. Il se croit supérieur. Il est naïf, pas profond. Ce sont des stratégies de défense, car reconnaître votre sincérité l'obligerait à voir sa propre trahison intérieure. Et tout le monde n'est pas prêt. Carl Jung a mis en garde contre cette inflation de l'infériorité, où l'ego tente de survivre en dévalorisant tout ce qui l'ébranle. Et dans ce mécanisme, le problème n'est jamais l'autre. C'est le reflet qu'il renvoie. Comprendre cela ne rend pas la douleur plus douce. Mais cela vous permet d'arrêter de vous accuser à tort. Ce que l'autre ressent n'est pas toujours causé par ce que vous avez fait, mais par ce qu'il n'arrive pas à faire avec lui-même. Être bon dans un monde dur, c'est rompre un pacte silencieux. Il existe une fatigue morale que peu reconnaissent, celle d'être bon dans un monde qui a appris à se protéger par l'indifférence. Vous entrez dans une pièce, vous offrez un mot sincère, un regard compatissant, une écoute réelle. Et tout de suite, l'atmosphère change. On vous observe avec méfiance, on vous traite comme une anomalie. Pourquoi? Parce que votre bonté n'entre pas dans le récit collectif. Elle dérange un accord tacite. Ici, on se protège. On ne ressent pas trop, on ne s'expose pas, on ne fait pas confiance. Carl Jung nous parle de l'inconscient collectif, ce réservoir d'images, de croyances et de comportements partagés par une société. Et dans notre monde marqué par la performance, la méfiance et la compétition, être bon, profondément bon, c'est devenir un dissident. Vous n'obéissez pas au code de défense. Vous ne jouez pas le jeu de la froideur. Et donc, vous faites peur. L'inconscient collectif fonctionne comme une mémoire de survie. Il valorise ceux qui maîtrisent les apparences
Il protège ceux qui dissimulent leurs failles, et il punit, parfois violemment, ceux qui incarnent autre chose. Votre gentillesse, dans ce contexte, n'est pas perçue comme un don, mais comme une trahison du système. Elle interroge « Pourquoi est-il gentil? Que veut-il? Qu'est-ce qu'il cache vraiment ?» Et si personne ne trouve de réponse claire, on inventera des intentions. Vous serez accusé d'être manipulateur, faible ou opportuniste, non parce que vous l'êtes, mais parce que votre existence remet en question une règle que beaucoup suivent sans l'aimer. Ne fais pas confiance. Ne t'ouvre pas. Ne ressens pas trop. En ce sens, vous devenez un bouc émissaire symbolique, une cible facile pour canaliser la peur collective d'être vrai, d'être vulnérable. Alors non, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes hors norme dans un monde qui se méfie de la bonté réelle, et cela demande une force intérieure rare. La frontière invisible entre sincérité et besoin caché de contrôle. Il y a des gestes qui semblent purs, mais qui, dans leurs racines profondes, cachent une attente, une peur, une stratégie inconsciente. Et parfois, ce que nous appelons bonté est en réalité une forme subtile de contrôle, pas par méchanceté, mais par blessure. Être gentil peut devenir un refuge. Si je suis aimable, je ne serai pas rejeté. Si je donne toujours, on ne m'abandonnera pas. Si je comprends tout, je serai enfin reconnu. Carl Jung insistait, tout comportement, même le plus noble, peut devenir une compensation. Et c'est là que le piège se referme. Car une gentillesse qui cherche inconsciemment la sécurité devient une manipulation douce, un jeu invisible entre ce que je montre et ce que j'espère recevoir en retour. Et le paradoxe est cruel. Plus vous êtes trop bon, plus vous pouvez générer de rejet. Non parce que vous êtes trop généreux, mais parce que les autres sentent que votre bonté n'est pas libre, qu'elle attend quelque chose, qu'elle cherche à être acceptée, aimée, rassurée, confirmée. Et cela active un instinct profond chez autrui, la méfiance. Il ne s'agit pas ici de vous blâmer. Nous portons tous, à différents degrés, ce besoin d'être vus, reconnus, aimés. Mais lorsque ce besoin se camoufle derrière la gentillesse, il se transforme en piège relationnel. Et au lieu de connecter, il crée une distance, parce que l'autre sent qu'il ne peut pas simplement recevoir, sans se sentir redevable ou piégé. La vraie bonté, selon Jung, ne cherche pas à être acceptée. Elle ne vient pas combler un vide. Elle est une expression d'abondance intérieure. Et si vous sentez que votre gentillesse est parfois douloureuse ou frustrante, posez-vous cette question sincère. Qu'est-ce que j'attends en retour? Non pour cesser d'être bon, mais pour être libre dans votre don. Quand être trop accessible devient une invitation à la cruauté, il est beau d'être gentil, mais il est dangereux d'être toujours disponible, toujours compréhensif, toujours ouvert, sans discernement. Car dans un monde où beaucoup ne savent plus ce que signifie respecter l'autre, l'absence de frontières devient une faille. Il ne s'agit pas d'arrêter d'être bon, il s'agit de comprendre que la bonté sans limite attire ceux qui cherchent inconsciemment à tester, à utiliser, voire à détruire. Et souvent, ces personnes ne le font pas de manière consciente ou préméditée. Elles sont guidées par une logique intérieure blessée. Si tu es toujours là pour moi, tu ne peux pas vraiment te respecter. Si tu pardonnes tout, c'est que tu ne vaux pas grand-chose. Si tu ne poses jamais de limites, alors moi non plus. Carl Jung nous enseigne que tout excès révèle une ombre, et une gentillesse excessive peut cacher une peur de perdre l'amour, un évitement du conflit, une confusion entre empathie et soumission, une incapacité à dire non par peur d'être jugé. Et voilà comment le cercle se forme. Vous donnez, vous êtes patient, vous excusez, vous absorbez. Et un jour, vous vous réveillez vidé, amer, blessé. Pas parce que vous avez été bon, mais parce que vous avez oublié de vous inclure dans cette bonté. La frontière saine, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est dire clairement « Je peux être présent, mais pas au prix de mon intégrité. Je peux aimer, mais pas me trahir. Je peux écouter, mais je ne suis pas une poubelle émotionnelle. » Une gentillesse véritable, c'est dire « stop ». Elle ne se laisse pas piétiner pour prouver sa valeur. Elle comprend que sans limite, la compassion devient de la complaisance, et que parfois, être bon, c'est aussi savoir partir. Pourquoi certaines personnes gentilles attirent la cruauté? Vous êtes toujours là pour aider, toujours prêt à écouter, à consoler, à réparer.
Et pourtant, vous attirez des personnes qui vous utilisent, vous méprisent ou vous blessent. Pourquoi? Carl Jung aurait dit « ce n'est pas de la malchance, c'est une répétition, une scène ancienne, intérieure, qui se rejoue encore et encore, et cette scène, c'est souvent l'enfant blessé en vous qui cherche à réparer dans les autres ce qu'il n'a pas pu sauver dans son propre passé. Peut-être avez-vous grandi en étant celui qui calmait les tensions, celui qui se faisait tout petit pour ne pas déranger, celui qui tentait de guérir un parent malheureux, violent, absent. Et sans le vouloir, cette posture est restée. Vous êtes devenu sauveur, pas par choix, par survie. Le problème, être sauveur attire souvent ceux qui veulent rester victimes, et ces victimes chroniques ne cherchent pas la transformation. Elles cherchent un endroit pour déverser leur mal, leur colère, leur vide. Et vous, dans votre gentillesse, vous devenez ce réceptacle. Mais voici le piège. Le sauveur croit qu'il est fort, qu'il aide, qu'il donne. En réalité, il se sent supérieur. Oui, c'est dur à entendre. Mais c'est là, dans l'ombre. Moi, je comprends mieux. Moi, je suis plus stable. Moi, je vais te montrer la voie. Et cette supériorité, même déguisée en bonté, provoque l'autre. Elle peut susciter de la rage, du rejet ou une dépendance malsaine. Car dans cette dynamique, personne ne se rencontre vraiment. L'un veut sauver, l'autre veut qu'on le porte, et tous deux rejouent une douleur ancienne, en oubliant d'être adultes. Sortir de ce cycle, c'est reconnaître « je ne suis pas là pour sauver, je suis là pour être ». Aimer ne veut pas dire se sacrifier. Aider ne veut pas dire porter. Et parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de dire « je crois en ta capacité à te relever. Je ne le ferai pas à ta place ». Quand votre gentillesse cache un besoin de reconnaissance ou de fuite, vous avez été rejeté, critiqué, mal compris, et vous vous êtes souvent demandé « pourquoi est-ce que ça m'arrive alors que je fais tout pour bien faire ?» Mais avez-vous déjà retourné la question? Non pas pour vous accuser, mais pour vous libérer. Carl Jung l'a dit sans détour. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Il arrive un moment dans la vie de toute personne sincère où il faut cesser de chercher l'explication dans l'autre et commencer à se demander « qu'est-ce que ma gentillesse essaie de compenser? Quelle peur m'empêche de dire non? À quoi est-ce que je m'accroche quand je me fais petit pour plaire? Quelle blessure d'enfance me pousse à vouloir que tout le monde m'aime? Ce n'est pas facile. Parce que cela signifie regarder en face les motifs cachés derrière nos plus belles qualités. Oui, la gentillesse peut être une force, mais parfois, elle est un camouflage subtil, un déguisement social, une tentative d'échapper à la douleur de ne pas se sentir aimé pour ce qu'on est vraiment. Et tant que cette part d'ombre n'est pas reconnue, vous serez vulnérable aux projections des autres. Parce que vous serez encore dans l'attente d'être validé, compris, protégé, et cette attente fait de vous une proie, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous vous oubliez. L'intégration de l'ombre chez Jung ne consiste pas à rejeter ce qui est en vous, mais à l'accueillir avec lucidité, à dire « oui, parfois je suis bon pour être aimé », « oui, parfois je donne pour ne pas affronter ma solitude », « oui, parfois je souris pour éviter le rejet ». Et c'est dans cette sincérité radicale que naît la vraie puissance intérieure, celle qui ne cherche plus à être aimée à tout prix, mais à vivre alignée. Car une gentillesse qui ne fuit plus rien devient un feu tranquille. Et ce feu n'a plus besoin d'être accepté pour exister. Ce que vous êtes réveille ce que l'autre n'a jamais osé devenir. Il y a des silences lourds, des regards durs, des commentaires acides que vous ne comprenez pas, car vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes simplement vous-même, sincère, doux, ancré, et pourtant, vous sentez une tension, une résistance, une hostilité qui ne dit pas son nom. Ce que vous ressentez, c'est l'ombre de l'envie. Carl Jung l'avait bien compris. L'envie n'est pas un défaut moral, c'est une douleur sourde qui émerge quand on se sent confronté à un potentiel qu'on a trahi en soi. Lorsque vous êtes profondément vous, sans artifice, sans jeu de rôle, sans peur, vous devenez un révélateur. Vous incarnez une forme de liberté intérieure. Et ceux qui, consciemment ou non, ont refoulé cette liberté ressentent une faille béante. L'envie naît alors, pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous dégagez. Votre paix intérieure, votre cohérence, votre façon d'être présent à vous-même. Tout cela met à nu le désert émotionnel de ceux qui vivent encore dans le contrôle
l'illusion ou la dépendance affective. Et cette confrontation est insupportable, car elle réveille une vérité que l'ego refuse. Je me suis trahi, j'ai fui ce que je suis. L'autre ne vous envie pas consciemment. Non, il vous juge, il vous minimise. Il dit que vous êtes arrogant, naïf, trop intense, mais derrière ces jugements, il y a une blessure ancienne, celle d'avoir abandonné sa propre lumière. Et face à vous, cette lumière revient, mais chez l'autre. Alors il faut l'éteindre, symboliquement. En vous rabaissant, en vous rejetant, en vous salissant, ce n'est pas de la haine personnelle. C'est une inconscience protectrice, une tentative désespérée de ne pas ressentir à quel point on s'est éloigné de soi. Comprendre cela ne veut pas dire tout accepter, mais cela permet de ne pas se sentir coupable d'être ce que l'on est, et de garder intacte sa lumière, même quand elle fait grincer des dents. Certains ne peuvent pas croire que votre gentillesse soit réelle. Alors ils inventent un mensonge pour s'en protéger. Il y a une forme de rejet qui va au-delà de l'inconfort, une haine froide, une suspicion insistante, des personnes qui remettent systématiquement en doute votre sincérité, qui interprètent vos gestes les plus simples comme stratégiques, intéressés, manipulateurs. Et vous vous demandez, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement croire que je suis sincère? La réponse est rude, mais essentielle. Votre vérité est inconcevable pour certains, parce qu'ils ne l'ont jamais rencontrée, parce qu'ils ont été trahis 1000 fois, parce qu'ils ont appris que derrière chaque douceur se cache un piège. Alors, au lieu d'ouvrir leur cœur, ils sortent l'armure de la paranoïa. Ils ne voient plus vos intentions réelles. Ils projettent sur vous leur propre trahison ancienne. Carl Jung parlait de projection paranoïaque, une forme extrême de défense psychique où l'autre transforme votre lumière en menace. Ce mécanisme repose sur une peur profonde. Si je crois en ta bonté et que tu me trahis, je m'effondre. Alors mieux vaut vous accuser, mieux vaut déformer votre bonté, mieux vaut détruire votre image avant de se laisser toucher. Et cela peut aller très loin. On vous calomnie, on vous isole, on vous prête des intentions que vous n'avez jamais eues. On réécrit votre histoire pour en faire une menace. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre responsabilité, mais cela vous concerne. Et c'est là que le travail intérieur devient vital, ne pas internaliser cette violence, ne pas vous laisser déformer par leurs projections, ne pas devenir ce qu'ils disent que vous êtes. Restez ferme dans votre lumière, même face à leur nuit. La bonté authentique, dans un monde blessé, est parfois vécue comme une provocation. Et certains tenteront de vous faire taire, mais votre vérité ne leur appartient pas. Et ceux qui cherchent à la détruire révèlent surtout leur peur de regarder la leur. Certaines personnes rejettent votre aide, non parce qu'elles ne veulent pas guérir, mais parce qu'elles ne savent plus qui elles seraient sans leur souffrance. Il y a une souffrance qu'on n'essaie plus de guérir. Pas parce qu'on ne le peut pas, mais parce que c'est devenu qui je suis. Peut-être avez-vous déjà offert une écoute sincère, un geste de tendresse, un soutien authentique, et en retour, vous avez reçu du rejet, du mépris, ou ce mur froid de ceux qui ne veulent rien entendre. Et vous vous êtes demandé, pourquoi refuse-t-il mon aide? Pourquoi rejette-t-elle ma main tendue? Carl Jung aurait répondu, parce que vous menacez leur structure psychique. Certaines personnes se sont construites autour de la blessure. Elles ne se définissent plus que par ce qu'on leur a fait, par ce qu'elles n'ont pas reçu, par la place de victime, de rejeté, d'incompris. Et lorsqu'on leur propose un chemin de guérison, cela devient une crise existentielle. Car guérir signifierait renoncer à l'identité qu'elles ont mise des années à construire. Cela voudrait dire affronter la solitude nue, sortir du rôle connu, cesser d'attirer la compassion pour exister. Et ce vide, pour beaucoup, est plus insupportable que la douleur familière. Alors elles s'accrochent à cette douleur comme à une armure, et votre bonté devient une attaque, pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle ébranle une identité fragile. C'est un paradoxe tragique. Ceux qui crient à l'aide sont parfois les premiers à détruire celui qui la leur tend. Pas par méchanceté, par peur, parce que sans leur souffrance, ils ne savent pas où se tenir dans le monde. Et vous, par votre simple présence, vous réveillez cette question vertigineuse. Qui serais-je si je n'étais plus blessé? Il n'est pas de votre ressort de répondre à cette question pour eux, mais il est essentiel de ne pas vous perdre à essayer de forcer l'éveil. Parfois, le plus grand acte d'amour est de respecter le rythme de l'autre,
même s'il choisit, pour l'instant, de rester dans l'ombre. Pourquoi la gentillesse est confondue avec de la naïveté? Et pourquoi certains tenteront de vous prouver que vous êtes stupide d'être bon? Vous parlez avec calme, vous ne répondez pas à l'agressivité, vous essayez de rester juste, même dans le conflit. Et pourtant, un jour, vous entendez ces mots. Tu crois que tu es meilleur que tout le monde? Ou pire encore, tu es trop gentil, tu comprends rien à la vraie vie. Et là, quelque chose se fissure en vous. Vous ne cherchiez pas à dominer, vous ne vous sentez pas supérieur. Vous vouliez juste faire les choses bien. Alors, pourquoi ces attaques? Carl Jung nous enseigne que l'ombre ne supporte pas la lumière stable. Et dans un monde saturé de cynisme, la bonté sincère est souvent perçue comme une posture ou comme une provocation. Pour beaucoup, rester calme face au chaos est incompréhensible, car ils ont appris que le monde est brutal, injuste, dangereux. Et donc, vous voir stable réveille en eux une double angoisse, une impression d'infériorité. Pourquoi je n'y arrive pas, moi? Une suspicion profonde. Ils cachent quelque chose. C'est pas possible d'être comme ça. C'est ainsi que se crée une dynamique perverse. Votre gentillesse devient une offense. Et pour rétablir l'équilibre intérieur, certains vont essayer de salir votre image. Ils vous feront passer pour naïf, ou pour moraliste, ou pour quelqu'un qui fait semblant d'être pur. C'est un mécanisme de défense, un moyen de reprendre le pouvoir sur ce que votre attitude éveille en eux, un manque, une douleur, une faiblesse non assumée. Et souvent, ils tenteront de vous faire douter de vous-même, de vous faire croire que votre bonté est ridicule, qu'elle vous rend vulnérable, inadapté, voire ridicule. Mais ce qu'ils attaquent, en réalité, ce n'est pas vous. C'est ce qu'ils n'ont pas encore osé devenir. Et dans ces moments-là, il vous faut une force intérieure immense, non pas pour riposter, mais pour rester debout dans votre choix d'être vrai, même quand cela dérange. Car la bonté consciente, ferme, incarnée, n'est pas faiblesse. C'est un courage rare, celui de rester humain dans un monde qui vous invite à vous fermer. L'authenticité agit comme un scanner de l'âme, et pour ceux qui jouent un rôle, c'est insupportable. Vous n'essayez pas de briller, vous ne cherchez pas à impressionner. Vous êtes simplement présent, vrai, cohérent. Et pourtant certains vous évitent, d'autres ricanent derrière votre dos, d'autres encore vous accusent d'être intense, moralisateur, pas assez léger. Pourquoi cette gêne? Pourquoi tant de malaise face à la simplicité d'être soi? Carl Jung aurait dit « parce que votre vérité désactive le masque de l'autre. Elle agit comme un révélateur. Elle expose, sans le vouloir, ce qui est faux, ce qui est joué, ce qui est creux. » Et dans une société fondée sur la performance, sur les apparences, sur l'image à entretenir, être soi est un acte radical, car cela confronte l'autre à un choix douloureux. Continuer à jouer ou commencer à sentir ce qui est vrai en lui, même si ça fait mal. Beaucoup ne sont pas prêts. Ils ont construit toute leur vie autour d'une identité sociale, professionnelle, familiale. Et vous, par votre façon d'être, vous exposez les fissures qu'ils passent leur temps à masquer, sans parole, sans accusation, simplement en vivant de l'intérieur vers l'extérieur, et cela suffit à déclencher des réactions de défense. Certains deviennent sarcastiques, d'autres essaient de vous ramener à la réalité, d'autres encore vous traitent de prétentieux, comme si être aligné était une offense. Mais au fond, ce n'est pas votre authenticité qu'ils rejettent, c'est leur propre inconfort face à ce qu'ils n'osent plus toucher en eux-mêmes. Ceux qui vivent en représentation ne supportent pas le miroir vivant que vous devenez, car votre présence dit silencieusement « il est possible d'être vrai ». Et cette possibilité, ils la ressentent comme un reproche, même si vous ne dites rien. Alors ils fuient, ou ils attaquent, mais ce qu'ils évitent, ce n'est pas vous, c'est eux-mêmes. Et votre rôle dans ce monde n'est pas de convaincre, c'est de rester centré, de vivre sans trahir ce que vous êtes. Même si cela dérange, surtout si cela dérange, voir sans absorber, aimer sans se sacrifier, être bon sans se perdre. À un moment, quelque chose change. Vous ne cherchez plus à plaire, vous ne donnez plus pour recevoir, vous ne vous justifiez plus d'être comme vous êtes. Vous devenez sobre, sobre émotionnellement. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du repli, c'est la clarté d'une bonté qui ne cherche plus à sauver, ni à séduire, ni à compenser. La sobriété émotionnelle,
c'est lorsque vous êtes capable de voir les projections de l'autre, sans les absorber. Vous entendez les jugements, les accusations, les incompréhensions, et pourtant, vous ne vous effondrez pas. Vous restez centré. Carl Jung parlait de cette posture intérieure comme d'un alignement entre l'ombre et la lumière. Une bonté vraie ne cherche pas à être aimée. Elle ne fuit pas la réalité. Elle ne nie pas la méchanceté du monde. Mais elle choisit, en conscience, de ne pas devenir ce monde. C'est cela la vraie force intérieure. Pouvoir dire non sans colère, poser une limite sans se justifier, écouter sans absorber la souffrance de l'autre, rester bon sans devenir naïf. Ce n'est pas facile, car cela demande de traverser ses propres blessures, de renoncer au rôle du gentil sauveur, d'affronter la solitude de celui qui ne cède plus à la peur d'être rejeté. Mais ce chemin mène à une liberté nouvelle, la bonté lucide, celle qui dit « Je te vois, je te respecte, mais je ne me sacrifie plus. Je reste moi, même si tu n'aimes pas ça. » Et c'est cette posture-là, calme et entière, qui vous rend incorruptible. Vous n'avez plus besoin qu'on vous comprenne. Vous ne quémandez plus de reconnaissance. Vous êtes, et c'est suffisant. La gentillesse qui ne cherche plus à être acceptée devient une souveraineté intérieure. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous êtes bon. Vous n'avez plus peur que votre douceur soit mal comprise. Vous avez cessé de vous excuser d'être entier. Ce que vous incarnez maintenant, ce n'est pas une bonté stratégique, c'est une présence, une vérité, un feu calme, intraitable et compatissant à la fois. Carl Jung appelait cela la fonction transcendante, le processus par lequel l'ombre et la lumière en nous cessent de s'opposer et commencent à coopérer. C'est ce moment, rare et sacré, où vous savez dire non, vous savez poser une frontière, vous savez vous retirer en silence, tout en gardant le cœur ouvert. Gentil, oui, mais plus jamais au prix de votre âme, plus jamais en mendiant l'amour, plus jamais en tolérant l'intolérable. Vous ne donnez plus pour être vu. Vous donnez parce que vous débordez. Et dans ce débordement, il n'y a plus d'effort, plus de performance, plus de peur, juste une autorité intérieure tranquille, le genre de force qu'on ne crie pas, mais que tout le monde ressent. Et maintenant, vous comprenez. Ceux qui vous ont rejeté ne vous voyaient pas vraiment. Ils combattaient leurs fantômes, leurs projections, leurs blessures. Ce n'était jamais contre vous, c'était en eux. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez choisir. Non pas la revanche, non pas l'amertume, mais la liberté. La liberté d'être bon sans être faible. La liberté d'être lucide sans devenir dur. La liberté de ne plus vous trahir pour appartenir. Voilà le vrai pouvoir. Pas celui de dominer, mais celui de rester vous-même, même quand c'est inconfortable. Et dans ce silence solide, vous touchez ce que Jung appelait le soi, la totalité de l'être, la vérité nue, sans masque, là où plus rien ne peut être enlevé, et rien n'a besoin d'être ajouté.